Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette 50e émission des contrepoints de la santé. Ce n'est pas rien, nous sommes extrêmement heureux, hein, Philippe, 50e. Et ça nous permet de remercier tout particulièrement celles et ceux qui nous soutiennent, nos chers partenaires et en particulier Point Vision, BVA, CARE, le groupe Pasteur, Mutualité toujours fidèle depuis 50 ans. On fait encore 50 émissions prochaines ? 50 ans. Hein, encore 50 ans, on le mérite. Autour de l'accès pour cette 50e émission, autour d'un sujet central, un sujet vraiment très important, on va le voir. On va s'appuyer d'ailleurs sur 2 rapports, on va en reparler ensemble, mais sur l'offre de soins et notamment l'offre de soins de proximité. C'est un des grands sujets du moment que l'on observe avec beaucoup d'attention pour notre anniversaire. Alors ce thème répond effectivement à des questions d'actualité majeures et appelle des réponses en raison des difficultés, voire peut-être même d'une forme de déliquescence qui existerait, ressentie en tout cas par les Français, leurs élus également, et qui existerait dans notre pays. 2 rapports, effectivement, illustrent cette situation et ils vont peut-être baliser notre entretien. Celui de l'assurance maladie. Bonjour Marguerite Cazenave, très heureux de vous retrouver. Le rapport chargé produit, c'est vraiment la lecture d'une soirée. C'est absolument passionnant. Je vous remercie. Je voudrais recommander encore plus cette lecture. Ouais. Alors, c'est destiné, en plus, ce chargé produit, ce rapport est destiné en général au ministre de la Santé et au Parlement. Et puis celui du HCAM, un rapport également très dense, très, très intéressant, et qui est écrit donc par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Bonjour Nathalie Fourcade. Voilà. Pour parler comme Thomas Fatom, le directeur général de la CNAM, c'est un sujet vraiment à l'agenda, hein, celui des soins de proximité, on est d'accord ? Un vrai sujet à l'agenda. Et pour en débattre donc avec vous, vous êtes Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de l'assurance maladie. Nathalie Fourcade, vous êtes la secrétaire générale du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Et puis Jacques Battistoni, à côté de moi. Bonjour Jacques Battistoni, on est heureux de vous retrouver. Vous êtes l'ancien médecin, l'ancien président de MG France. Et puis Daniel Guillerme, bonjour Daniel Guillerme, vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers. Voilà, nous verrons et on va voir comment on peut changer la donne et à quelles conditions. Avant la signature, donc l'actualité est très riche, il y a la signature d'une nouvelle convention dans pas longtemps, début octobre. On a évidemment le PLFSS, bon, le projet de financement de la sécurité sociale. Et puis alors cette fameuse, ça c'est moins connu, mais enfin on va comprendre, le Mans. Est-ce que tu vas au Mans le 3 octobre ? Le Mans, c'est... Le CNR Santé. Je crois qu'on dit la CNR, la Conférence nationale de refondation, la CNR Santé. Voilà, ce débat est enregistré donc pour notre 50e, et bonjour Nathalie Rattel. Ce débat est donc enregistré le mercredi 21 septembre dans la matinée, ici au Café de Flore, café mythique. Merci, je le redis, à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. Philippe, première question. En effet, Pascal, ces 2 rapports sont importants. Pour faire simple, le premier, celui de l'assurance maladie, prône la rénovation, c'est le mot-clé avec le mot de restructuration, et propose de mieux structurer les organisations en ville et d'améliorer les coopérations entre la ville et l'hôpital par un modèle rénové d'organisation des soins et des coopérations médecins-infirmiers rénovées. Donc vous voulez rénover. Le deuxième, celui du HCAM, utilise un même mot-clé, structuration, et veut diffuser plus largement un premier niveau d'équipe composé de médecins traitants, infirmiers et assistants, en insistant sur le fait que le recours aux soins ne devrait plus être systématiquement synonyme de consultation d'un médecin, mais sous-entendu d'un autre professionnel de santé. Alors, première question à toutes les 2, comment ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu, voilà, il faut faire comme ça, on va rénover, on va structurer, et on sait bien toute la difficulté, c'est que les professionnels de santé s'approprient les réformes et les mettent en place. Et puis pour vous, comment vous voyez cette nouvelle organisation qu'on propose, rénovation, restructuration, et puis aussi d'entrée de jeu, le rôle médecin-infirmier, est-ce que l'infirmier doit être sous l'autorité du médecin, ou inversement, pourquoi pas d'ailleurs. Comment vous voyez ça ? Alors Marguerite Cazeneuve, la première question, c'est comment vous allez faire pour que vraiment, enfin, ça fait 20 ans qu'on fait des réformes, et le système de santé n'a jamais été autant sous tension. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Comment rénover ? Comment restructurer ?
Alors, je pense que ça reposera sur la mobilisation et la coalition de tous les acteurs, parce que vous l'avez sous-entendu dans votre question, mais il n'y a pas de recette miracle. Et donc, il n'y a pas une action baguette magique qui fait que du jour au lendemain, l'accès aux soins serait absolument sans dysfonctionnement sur l'ensemble du territoire. Donc, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de chantiers à mener conjointement avec les médecins et avec l'ensemble des professionnels de santé. Et donc, effectivement, ça repose. Il y a plusieurs leviers qui doivent être mobilisés. L'un des leviers étant de permettre aux médecins traitants, j'allais dire, d'avoir davantage de temps pour ces patients et, le cas échéant, pour des patients supplémentaires, ce qui suppose qu'il y ait une forme de partage du temps de travail et qu'il y ait une collaboration avec d'autres professionnels. Et donc cette collaboration, elle peut prendre plusieurs formes. Et donc je pense que là-dessus, ça fera partie des discussions, mais il n'y a sans doute pas de doctrine ou de modèle parfait. Mais vous avez aujourd'hui les médecins et les infirmiers, ils travaillent déjà ensemble. Je veux dire, quand vous avez des patients âgés à domicile, le médecin et l'infirmier se parlent et travaillent ensemble. L'objectif, c'est de regarder tous les modes de collaboration possibles entre médecins et infirmiers. Il existe le modèle Azalea. On a les IPA, évidemment, qui sont en première ligne. Et puis, vous avez plein d'autres expérimentations qui montrent que cette collaboration peut permettre de faire gagner du temps médical et d'augmenter le nombre de patients pris en charge. Marguerite Cazeneuve, quand les patients ont des médecins, parce on a notamment d'ailleurs au travers de vos rapports, on voit bien que beaucoup de patients n'ont pas de médecin traitant. Alors, il faut beaucoup. Je ne sais plus combien, mais enfin... Alors, c'est 11% de patients qui n'ont pas de médecin traitant, mais parmi ces 11%, vous avez la moitié seulement qui avait un médecin traitant, en tout cas qui est en recherche de médecin traitant. Ce qui est inquiétant. Donc, en fait, je veux dire, le chiffre n'est pas bon. Ce qui est surtout inquiétant, ce qui nous a inquiétés, on en avait beaucoup parlé avec Jacques Battistoni à l'époque, c'est surtout qu'on a 5-6% de patients en ALD et de patients de plus de 60 ans qui n'ont pas de médecin traitant. Et en fait, cette population-là... c'est à peu près la même chose sur la population de patients précaires. En fait, c'est cette population-là pour laquelle il faut qu'on arrive à se mobiliser, puisque c'est elle qui a prioritairement besoin d'avoir un médecin traitant et donc une coordination de ses soins. Donc c'est surtout ce chiffre qui est important, parce qu'en fait, vous avez aussi 5-6% de la population qui ne cherche pas à avoir un médecin traitant, parce que c'est une population jeune. Bon. Mais Nathalie Fourcade, toujours sur le comment, on essaie depuis un certain temps de faire en sorte que le système se réforme. Comment, parce que vous dites que les médecins sont encore très isolés. Le président Macron, en 2018, avait dit l'exercice coordonné en équipe doit être la règle au bout de 5 ans. On voit bien que ce n'est pas le cas. On en est loin. Comment faire en sorte qu'il y ait plus un travail d'équipe, de coordination et que le système se rénove? Quand on lit votre rapport, on dit voilà, il y a qu'à un peu faucon. Quels sont les leviers? Non, ce sont de bons rapports, là, pour dire les choses clairement. Ce sont évidemment pour des gens comme nous. La question était à Nathalie Fourcade. Des gens comme nous, on adore ces rapports. Si Pascal dit qu'il adore mon rapport... Non, mais d'accord, mais attendez, vous allez voir la seconde partie de ma question. C'est, OK, mais les Français disent, et les médecins en particulier, quand ils s'adressent à nous, ils disent « Ah, oulala, encore un nouveau rapport ». Alors, oui, comment faire en sorte que ces soins d'équipe, ce travail en équipe se mettent en place? Oui, donc... ce qu'on dit dans le rapport, c'est que beaucoup de choses ont changé déjà. Le travail en équipe s'est beaucoup développé au cours des 15 dernières années, mais ça ne va pas assez loin. Aujourd'hui, ces équipes concernent à peu près 20% de la patientèle et des professionnels. Ça ne va pas assez loin pour permettre une transformation, la transformation qui est attendue du système, pour faire en sorte qu'on puisse, avec le même nombre de professionnels, prendre en charge plus de patients et enrichir la gamme des services qu'on rend et améliorer la qualité des soins. Et on considère que ces trois volets sont indispensables pour rendre à la population les services qu'elle est en droit d'attendre. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, et les professionnels, il y a énormément d'initiatives sur le terrain, énormément d'actions mises en place par les professionnels pour améliorer l'accès aux soins, la qualité des soins. Donc, et on en donne beaucoup d'exemples dans le rapport. Ce qu'il faut, c'est vraiment accompagner les professionnels, parce que ça reste difficile. Voilà, on les a beaucoup accompagnés, mais il faut quand même, l'assurance maladie, l'État, les collectivités territoriales, c'est vraiment placé depuis quelques années dans une posture d'aide et d'accompagnement, mais il faut aller plus loin, parce que ça reste difficile. Donc voilà, ça c'est un des... Mais comment les accompagner précisément? Alors, c'est faire des réunions, leur donner des moyens financiers,
Parce qu'accompagner, bon, c'est facile à dire, mais comment concrètement? En simplifiant encore les démarches et puis en fournissant aussi des solutions clés en main, parfois lorsque c'est nécessaire. Par exemple, pour inciter des médecins en fin de carrière à poursuivre leur activité. Et on en a besoin aujourd'hui pour passer le cap en fait, du creux démographique en cours, le temps que les nouveaux professionnels soient formés. Creux démographique très mal anticipé, c'est un peu votre sentiment? Oui. Question? On a historiquement, on a toujours effectivement mal anticipé les évolutions démographiques et le problème c'est il faut vraiment des capacités très fortes d'anticipation parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Et donc il y a tout un tas... Pascal pourrait dire que dès l'an 2000, on disait qu'il y aurait un problème démographique. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, même si c'est la cause des problèmes. Daniel Guilherme, en tant qu'infirmier, est-ce que vous avez envie de vous rénover, de vous restructurer? Oui, évidemment, la profession infirmière a des aspirations. Alors c'est vrai qu'il faut tenir compte de ces aspirations dans le cadre des reconfigurations qui se dessinent. Aujourd'hui, ce qu'on observe, en fait, c'est un dynamisme d'installation d'infirmières libérales en ville, ce qui n'est pas incohérent dans la mesure où nous sommes dans une stratégie nationale de santé qui prône l'approche domiciliaire. Donc on a effectivement un virage ambulatoire qui s'opère maintenant depuis plusieurs années. Donc que les ressources augmentent en ville, les ressources infirmières, c'est plutôt normal. Mais ce qu'il y a derrière aussi, c'est une fuite d'infirmières des services hospitaliers, et qui crée d'ailleurs un problème à l'hôpital. Nous, ce qu'on ne souhaite pas aujourd'hui, c'est de décevoir ces infirmières qui quittent le secteur hospitalier pour s'installer en ville ou pour avoir en fait une expérience en ville. La crainte en fait qu'on peut avoir dans la reconfiguration qui se dessine, c'est que le schéma proposé correspond à des vieilles recettes dans un monde qui bouge. Oui, alors c'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler en équipe avec le médecin? Et sous quelles conditions? Ça, c'est nouveau quand même, parce que chacun est dans son coin. La vieille recette. Personne aujourd'hui ne peut être contre le travail en équipe. On a besoin de coordination. Oui, mais comment faire en sorte pour que ça marche? Aujourd'hui, je pense que si on veut, alors si on s'attaque au gain de temps médical utile, il y a d'autres solutions que de mettre toujours plus de ressources à disposition des médecins dans les cabinets généralistes. Aujourd'hui, il y a des assistants, depuis 2018, des assistants médicaux. Les infirmières azalées, c'était avant. Et je pense que, je suis même certain que le système ne va pas gagner en lisibilité en rajoutant en tout cas des infirmières salariées ou pas, d'ailleurs, c'est pas le sujet, salariées ou pas, intégrées dans les cabinets médicaux. Il y a des chevauchements de compétences en fait qui vont s'opérer. Vous avez des assistants médicaux aujourd'hui qui sont infirmiers. Vous avez des infirmières azalées qui sont bien sûr infirmières azalées, métier socle, infirmiers. On va rajouter des infirmiers. On n'est pas certain que le système gagne en lisibilité. On voit bien cette notion d'équipe qui est très importante pour le patient. Donc vous dites pas d'infirmiers salariés dans les cabinets médicaux. Jacques Battistoni, vous êtes médecin généraliste. MG France, vous essayez de rénover le système depuis un certain temps. Est-ce que vous voulez des infirmiers salariés dans les cabinets médicaux? Comment faire en sorte que ce que prône le HCAM, qui est quand même très, très, très important, pas nouveau, mais très important, il va insister gaillardement dessus, c'est ce travail en équipe pour les patients toujours. Oui, alors la première chose que je souhaite, c'est qu'effectivement la CNR Santé accouche enfin d'une meilleure organisation des soins primaires dans ce pays. J'insiste là-dessus parce que le constat il est simple. En France, on n'a pas un système de soins primaires organisé, alors que la plupart des pays voisins, européens notamment, de l'OCDE, l'ont. Et donc c'est absolument indispensable, si on veut mettre fin à la crise hospitalière, en particulier, si on ne veut plus avoir les mêmes problèmes que cet été avec les soins non programmés, d'avoir un système avec des soins primaires qui soient correctement organisés. Après, on va discuter sur comment. Mais quand j'entends aussi les députés, et ça c'est le deuxième message que je voudrais faire passer, qui se disent il suffit d'obliger les jeunes médecins à s'installer pour résoudre les problèmes du système de santé, je leur dis non, vous faites erreur. La première chose à faire, c'est d'abord de renforcer l'exercice des médecins généralistes. En quoi, Jacques Battistoni, cette question qui est posée notamment par les élus, n'aurait pas à être posée? On peut se demander, après tout, les infirmiers ne s'installent pas non plus tout à fait comme ils veulent. Pourquoi Expliquez-nous. Enfin, on est assez sensible à vos explications, oui, celles notamment des jeunes médecins. Je ne voudrais pas passer trop de temps sur cette question, mais... Qui nous paraît assez important. Oui, mais
80 à 90% maintenant du territoire national peut être considéré comme zone sous-dotée. Je ne connais pas d'exemple de confrères, de mes amis, de mes collègues qui ne vont pas se retrouver d'ici quelques années avec un départ de leurs collègues en retraite. Aujourd'hui, le nombre de médecins de plus de 60 ans est extrêmement élevé, de l'ordre de 30-35%, je crois. Donc, on a vraiment la nécessité de renforcer les professionnels aujourd'hui en exercice. Et je dis aux députés, avant de vous préoccuper de savoir comment vont faire les jeunes médecins, renforcer l'offre de soins existante. Il faut venir en aide aux médecins généralistes pour leur permettre de prendre plus de patients. Aux députés et aux sénateurs. Et on aimerait bien savoir ce que les gens du HCAM pensent. Ce qui est important quand même, c'est cette histoire du couple médecin-infirmier. Est-ce que vous voulez, et comment ça peut se mettre en place? C'est ça la question importante. Et le couple médecin-infirmier. Est-ce que vous voulez un infirmier dans votre cabinet salarié? Alors, quelle forme ça va prendre? Si Daniel Guilherme me dit, président de la FNI, me dit, moi je veux pas que les infirmiers soient salariés des médecins, j'entends ce qu'il dit. Et à la limite, il a sans doute raison de le dire. Je comprends très bien que les infirmiers n'ont pas envie de se retrouver dans la même situation que l'hôpital, en situation hiérarchique. Nous, ce que nous demandons, c'est libéraux comme vous. Voilà, ce que nous demandons, c'est un exercice en collaboration. On veut coopérer avec eux. On a besoin de travailler ensemble. Je ne connais pas de situation sur le terrain où l'infirmier qui travaille avec un médecin se sent en situation d'infériorité. C'est quand on ne se connaît pas qu'on est dans cette situation-là. Quand on se connaît, quand on travaille ensemble, on travaille sur un pied d'égalité. Chacun fait son métier et on le fait ensemble. Mais vous critiquez un petit peu, là on filigrane les hôpitaux. Évidemment, vous travaillez sous la pression des hôpitaux. Les hôpitaux, les hospitaliers. Le président de la Fédération hospitalière de France vous a lancé quelques scuds quand même. Enfin, là aussi, vous ne pouvez pas non plus évacuer ces sujets comme ça d'un revers de main, non, Jacques Battistoni? Non, on n'évacue pas. Bien sûr qu'on doit venir en aide à l'hôpital. Bien sûr qu'on doit jouer notre rôle. Mais pour jouer notre rôle... Notamment dans les urgences, évidemment. Notamment dans les urgences. Mais si on n'a pas pu être, nous, médecins généralistes, au rendez-vous de la crise sanitaire, autant qu'on aurait voulu, c'est évidemment parce qu'on n'a pas, dans nos cabinets, les moyens en personnel qui nous permettent de faire face à une demande. Comment constituer des listes de patients pour les vacciner si vous êtes tout seul? Médecin généraliste, moi, je voudrais savoir si dans les rapports du HCAM, donc dont on a dit beaucoup de bien, enfin moi en particulier au début, il paraît quand même que l'accouchement, puisque ça c'est Jacques Battistoni qui parle d'accouchement, de toutes ces nouvelles réformes, ça a été difficile. Alors sur le volontariat et les obligations, est-ce que cette histoire fondamentale et traverse vos débats? Oui, au Conseil, on a 70 membres qui représentent toutes les parties prenantes du système de santé, donc forcément avec des points de vue parfois divergents. Et donc on discute beaucoup. Il paraît que ça a été chaud, non? On a beaucoup discuté et moi je me félicite vraiment que chacun ait accepté de faire un pas vers l'autre, de faire des compromis pour aboutir à un rapport dont chacun considère qui propose des avancées dans la bonne direction. C'est toujours ça l'objectif des rapports du HCAM. Ça ne peut pas être la position d'un des membres, mais il faut que chaque membre considère qu'il a suffisamment d'avancées dans la bonne direction pour qu'il puisse l'adopter et le soutenir. Alors Pascal, oui, allez-y, continuez. Non, pardon, sur ces questions d'obligation d'installation, liberté d'installation, c'est effectivement un des points dont on a discuté. Et donc, le principe de ce rapport, c'est de dire que fournir à la population les services qu'elle est en droit d'attendre, c'est une mission de service public et que chaque professionnel doit inscrire son activité dans le cadre de cette mission de service public. Et dans ce cadre-là, il y a notamment des obligations de solidarité entre territoires. Est-ce que vous avez le sentiment que les médecins, les libéraux ou les infirmiers libéraux ont le sens chevillé au corps du service public? Oui. J'aimerais bien voir Oui, on en donne énormément d'exemples dans le rapport de professionnels qui se mobilisent, y compris dans des territoires qui sont même défavorisés. Et donc juste sur cette question-là, il y a cette obligation de solidarité, mais on a considéré qu'elle ne devait pas reposer uniquement sur les jeunes générations et que c'était une obligation qui devait courir sur toute la carrière et que c'était injuste de la faire reposer uniquement sur les jeunes. Et donc elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme de vacation par exemple souvent un jour par semaine dans des territoires surdoutés ou pendant des périodes de quelques mois ou à temps plein pendant quelques périodes. C'est vraiment selon des modalités à définir avec les professionnels. Ce qui est très important dans votre rapport, et je pense qu'il faut avoir l'avis de tout le monde là-dessus, c'est que vous prenez
le développement des maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé. Et vous dites, alors il y en a 20% aujourd'hui, ça représente à peu près 20%. À terme, il faut que ce soit 50%. Donc c'est une modification très forte quand même de l'exercice libéral. Et vous dites, en attendant, si ça ne marche pas assez vite, des opérateurs structurés publics ou privés pourront organiser les soins pour répondre aux besoins. C'est quoi ces structures privées ou publiques que vous voulez mettre en place ? Alors, la cible, effectivement, à moyen terme, c'est des équipes structurées qui ne sont pas forcément uniquement de maisons de santé ou centres de santé, mais la condition, c'est que les professionnels travaillent quotidiennement ensemble, se connaissent, partagent un projet de santé et partagent des données nécessaires pour prendre en charge les patients. Donc, c'est des collaborations très étroites. 20%. Voilà. Et donc, la notion de constat de carence, c'est vraiment pour dire, là on ne parle pas de la façon dont les soins sont organisés. La question qu'on se pose, c'est sur un territoire donné, est-ce que le service est rendu ou pas ? Est-ce que les patients ont un médecin traitant ? Et donc, quel sera cet opérateur structurant et structuré ? Alors, on a plusieurs exemples. Le plus emblématique, c'est celui du département de la Saône-et-Loire, qui a décidé, face à la perspective de départ massif de médecins généralistes, de créer un centre de santé départemental avec des antennes. Mais enfin, vous avez aussi des initiatives privées, d'ailleurs, pas loin d'ici. Notamment en ophtalmologie, on voit bien des centres qui se montent et qui font des services et qui sont même bien reconnus, enfin bien installés. Alors, bonne question, parce que justement, alors, on a compris là, que vous vouliez développer ça avec les municipalités, avec les élus, mais il y a les centres je n'ai pas cité le nom les centres de Point Vision. Il y a une autre question, c'est les centres de santé non programmés. Et ça hérisse les libéraux ici aujourd'hui. Est-ce que ces centres de santé qui font que de l'urgence, la petite urgence, et qui font des examens complémentaires. C'est ça qui est intéressant. Il y a une fédération qui vient de se créer. Ça répond à une demande du public quand même. Moi, j'ai un petit truc, mon médecin traitant ne répond pas, je vais dans ce centre de santé de soins non programmés. Pour aller dans le même sens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez, c'est un tour de table là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est un risque ? À Paris, on voit la multiplication de structures de ce type. C'est incroyable. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est une demande, ça répond plutôt à un besoin des patients. Alors, allez-y. Oui, ce qu'on pense, c'est à la fois... Oui, ça rend des services, et c'est un risque, ça rend des services, évidemment, ça permet de limiter les recours aux urgences. Ensuite, voilà, le problème, une des choses qu'on dit dans ce rapport, c'est que... on est dans une situation un peu de pénurie de ressources, et dans ce cas-là, il y a le risque que si on ne régule pas la demande et la réponse à la demande, on aggrave les inégalités de santé. C'est-à-dire, ce sont les patients qui ont déjà un médecin traitant, mais qui ont un besoin ponctuel, qui vont aller recourir à ces centres de santé, qui vont mobiliser de la ressource médicale au détriment des patients qui ont des problèmes plus chroniques et qui, eux, n'ont pas de médecin traitant. Donc, il faut le réguler. Vous êtes favorable à ces centres de santé de soins non programmés ? On est favorable, mais il faut que ce soit régulé pour s'assurer que ça ne capte pas la ressource médicale au détriment des besoins les plus criants. Qu'est-ce que ça veut dire réguler ? Marguerite Cazeneuve va nous le dire. Marguerite Cazeneuve va nous dire comment réguler. Non, je pense que la première chose, c'est que, et vous avez raison, il y a une très forte tension dans les territoires, une forte tension politique, et c'est normal, parce que vous avez des patients, des assurés qui sont en attente d'un service public, qui sont en droit d'exiger. C'est sûr que quand vous avez un problème, vous avez plein de gens qui proposent des solutions, et donc je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a aussi plein de fausses bonnes solutions. Et donc ce qu'on essaie de faire, de co-construire avec nos partenaires, c'est de trouver les bonnes solutions. Et donc, pour nous, Assurance Maladie, le cœur du cœur, c'est de permettre aux assurés, à tous les assurés, d'avoir un médecin traitant. Et quand vous avez un soin urgent, quand vous ressentez un soin en urgence, c'est toujours mieux que votre médecin traitant puisse vous libérer un rendez-vous dans l'après-midi plutôt que vous deviez aller dans un centre de soins non programmés qui ne vous connaît pas. Vous êtes contre les centres de soins non programmés ? C'est pas exactement ce que je dis. Je dis que l'optimisation, en tout cas le meilleur parcours de soins pour le patient, c'est un parcours de soins qui passe par son médecin traitant, parce que il y a une relation entre le médecin et son patient. Pour les patients chroniques qui ont quelque chose de... Non, pas nécessairement. 20 millions, mais ceux qui ont un jour une entorse, un autre jour une angine, ils n'ont pas besoin d'aller voir leur médecin traitant. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pathologies, etc. En tout cas, le médecin traitant, l'idée, c'est d'arriver à lui dégager du temps pour que, à la fois, il augmente sa patientèle, mais que pour ses propres patients, il arrive à dégager des plages de soins non programmés. Jacques Baptiste, ce qui ne veut pas dire,
qu'on n'a pas besoin dans certains territoires. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été lancées, des centres qui se sont lancés, qui rendent des très grands services sur les territoires, qui sont adossés à des établissements de santé, etc. Mais ce modèle-là ne peut pas devenir la norme, parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes qui s'installent. Et si tout le monde va faire du soin non programmé, à la fin, on dégrade quand même la qualité des soins. Comment vous allez réguler? C'est une demande des patients. C'est une demande aussi, c'est un intérêt pour les professionnels de santé parce qu'on dit que le travail est plus facile, c'est plus organisé. Comment vous allez pouvoir réguler et freiner? Puis après, on aura la réponse de Jacques-Baptiste. Alors l'assurance maladie, elle ne régule pas. En revanche, le fait de renforcer la médecine libérale et de renforcer, j'allais dire, toute l'organisation des soins primaires avec l'ensemble des professionnels de santé de soins primaires, de fait, je pense qu'un patient quand même, quand il a de la fièvre, quand il a une entorse, etc., s'il peut trouver, si son médecin traitant peut le recevoir dans la journée, bah, c'est quand même ça qu'il va préférer. On aura la même question passée sur la télémédecine. Oui, mais avant, Jacques-Baptiste, parce que vas-y. Simplement pour dire à Marguerite Cazeneuve qu'elle nous expliquera pourquoi la CNAM ne régule pas. C'est assez curieux. Je croyais vraiment que votre métier, c'était vraiment celui de réguler. Ce que je veux dire, c'est que la régulation, c'est d'abord la loi. Après, l'assurance maladie, dans le cadre de la convention et de ses compétences, elle rembourse ou pas. La CNAM régule, allez, la CNAM régule. Pas tout à fait. Pour préparer cette émission, évidemment, on a regardé avec Philippe pas mal de dossiers, d'articles, et notamment, il y a un article du Monde que je vous invite à lire sur le Canada et sur le Québec, qui est sorti il y a, je sais pas, 15 jours. Ouais. 2 jours. Oui, c'est très récent. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, on sait la situation, on connaît assez bien la situation du Québec et du Canada, mais là, ils disent, franchement, quand on est rentré dans le système, on est bien soigné, mais vraiment, on est incapable de rentrer dans le système. Enfin, alors, sur les centres de soins non programmés, c'est une tendance très forte quand même, qui risque de se développer. Vous êtes contre, Jacques-Baptiste Oli? Oui, ce qui est intéressant dans le rapport du HCAM, à mon avis, c'est d'introduire 2 notions qui me paraissent fondamentales. La question des besoins de santé, et non plus de l'offre de soins, simplement. Quels sont les besoins de santé? Les soins non programmés, c'est un besoin. Si je dirais, c'est d'autant plus un besoin qu'il y a une carence. Et la carence, c'est la prise en charge quotidienne. Donc si on réorganise le système à partir des soins non programmés, c'est-à-dire à partir d'un constat de carence, on déséquilibre à nouveau le système. Et donc la deuxième chose qui est importante, c'est comment on organise la réponse, finalement. Et là, il propose effectivement des services. Et la notion de service dans le rapport du HCAM, à mon avis, est extrêmement importante. Et c'est là où on a notre rôle à jouer, les équipes de soins primaires, les cabinets de médecine générale sur le terrain. Nous, on veut proposer une offre de service. Cette offre de service, on est tout à fait en capacité de la faire si on nous en donne les moyens. Et les moyens, c'est des moyens en personnel. Voilà, c'est quoi les moyens? Des moyens en personnel. Et le binôme médecin généraliste-infirmier, c'est fondamental. Il prend rapidement 3 aspects. Le premier aspect, c'est le domicile, dont on a parlé avec Daniel souvent. Il faut qu'on travaille mieux sur les patients à domicile. Il faut organiser des suivis conjoints à base de télémédecine, à base de télésoins. On est prêt à le faire. On a un acte qui s'appelle l'AVL qui nous permet de le faire. Le deuxième façon de travailler, certains l'ont déjà expérimenté, c'est une infirmière d'accueil et d'orientation dans les cabinets de médecine générale. Qu'elle soit salariée ne m'importe peu, ne m'intéresse pas en soi. Ce qu'il faut, c'est ça permet de dégager du temps médical. On sait très bien que c'est important. Et ainsi, le médecin généraliste pourra faire des soins non programmés, évidemment. Et la troisième solution, c'est l'éducation thérapeutique, effectivement, et la prévention. Et ça se fait aussi avec les infirmières à Salé et avec les IPA. Et je salue Tatiana Oriot qui est près de nous aujourd'hui. Jacques-Baptiste O'Neill, est-ce que les médecins libéraux, dans leur cabinet, encore isolés, ils sont prêts? Et puis après, on donnera la parole à Daniel Guilhem. Parce que c'est pas un rêve un peu ce que vous faites là? Moi, je pense qu'ils sont prêts pourvu qu'on fasse, et à mon avis, c'est une des missions de la CNR Santé, là, il va falloir faire des diagnostics dans les territoires. Il va falloir regarder là où ça va poser problème. Il va falloir venir en aide aux médecins sur les territoires en leur disant quelle est la situation, comment ça va se passer dans les années à venir, comment on peut vous aider. Et il va falloir leur apporter de l'ingénierie de projet, du personnel, et là, on attend les élus locaux, des locaux aussi, leur permettant de travailler à plusieurs. On comprend en tout cas que les responsables syndicaux dans le monde médical et soignant répondent favorablement à la demande de M. Macron et de François Braun. Vous ne refusez pas de discuter de l'avenir du système de santé. Non, dites-nous, c'est vraiment important, parce qu'il y a d'autres organisations syndicales qui ont refusé. Vous étiez plutôt contre au départ, parce que on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, faut le faire. Il faut se mettre d'accord sur des objectifs.
effectivement. Et Vous là, irez au Mans, vous irez au Mans. Et on ira au Mans. MG France sera présent au Mans la semaine 24 prochaine. heures. Mais après, il y aura d'autres Il fallait la territoires, je faire, crois. celle-là. 24 heures Alors, du Mans. Daniel Guilherme, alors, sur ce que dit Jacques Battistoni, sur ces centres de soins non programmés libéraux, est-ce que c'est bien d'avoir une infirmière d'accueil dans chaque cabinet médical? Moi, je ne comprends pas pourquoi Médical. on parle de soins non programmés. On fait, comme dirait un homme politique actuel, on fait ça avec une sorte de pudeur, etc. Pourquoi on ne parle pas d'urgence? Les Français comprennent l'urgence, ils ne comprennent pas les soins non programmés. Oui, mais alors la question était à Daniel C'est Guilherme. c'est un peu techno, je Je trouve. vais être un petit peu trivial, mais je crois que l'usager, en fait, se fout de nos débats. C'est décevant, on est déçus. Ce que veut l'usager, c'est avoir effectivement accès à un panel de services et une réponse, en tout cas aujourd'hui, à l'accès aux soins. La nature a horreur du vide. À partir du moment où il n'y a pas d'organisation sur un territoire, que des acteurs se positionnent pour remplir ce vide, je dirais que c'est presque normal. Non, parce que les patients, ils n'y comprennent rien au système de santé. Hein. Mais le problème, Donc, voilà, c'est ce Donc, que je disais en propos liminaire. Donc, comment c'est que structurer alors la lisibilité du système est extrêmement importante. Et on voit très bien, nous, quand on va à l'Assemblée nationale ou au Sénat discuter de l'organisation du système de santé, le système est devenu tellement complexe qu'aujourd'hui, même les parlementaires ne s'y retrouvent pas. Quand vous dites à quelqu'un qu'une ESP peut être une MSP qui elle-même s'intègre dans une CPTS, vous lâchez votre interlocuteur très vite. Ça, on n'en parle pas aux usagers. On n'en parle pas aux usagers, je suis d'accord. C'est du back-office. Ceci dit, quand vous avez en fait dans un cabinet médical un assistant médical, une infirmière azalée, une IPA bientôt, une infirmière métier socle, avec des chevauchements de compétences, ça va être un peu compliqué de s'y retrouver. On appelle ça un hôpital. C'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a aussi d'autres voies peut-être à explorer. Nous, on a une position, en tout cas la fédération, qui est celle-ci. 3 axes à développer. D'abord, le partage de compétences, même si c'est un gros mot en fait et qui est souvent éludé en fait dans les débats qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on a des infirmiers qui sont fortement qualifiés. L'éducation thérapeutique, la prévention, c'est un champ qui aujourd'hui dans le secteur libéral infirmier n'est absolument pas exploité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, responsabilisation de l'usager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques, on a possibilité, et les objets connectés, de responsabiliser, dans le cadre des maladies chroniques, beaucoup plus l'usager qu'on ne le fait. Et troisième point, c'est qu'il faut capitaliser beaucoup plus sur la digitalisation du système de santé. On va y venir. Mais par exemple, puisque... Juste, je voulais répondre à votre question sur l'urgence, que c'est une question intéressante. Merci. Merci. Non, mais c'est vrai. J'ai bien fait de venir. Moi, j'ai un petit garçon, par exemple, qui a 2 ans et demi. Il a 39,5 de fièvre. Le mieux pour moi, le mieux pour lui, c'est que ce soit un médecin qui le connaisse, qui puisse les prendre en charge tout de suite. En tout cas dans la journée, parce que ça fait 2 jours, etc. Et donc, si c'est un médecin qui le connaît, il va pouvoir dire, bah voilà, c'est encore la même otite, ou c'est... Bon. À défaut, si ce médecin traitant n'existe pas, j'ai cherché des solutions de recours en ville, et donc des médecins qui ne connaissent pas mon enfant, mais voilà. Donc, c'est une solution, mais c'est moins bien. Et à défaut de ne trouver personne, je vais finir aux urgences. Donc, on voit bien qu'effectivement, et je rejoins tout à fait ce que Jacques a dit, c'est-à-dire que à la fin, il faut bien trouver des solutions. Et donc, c'est comme ça qu'on se rattrape sur des solutions, entre guillemets, de recours. Mais il ne faut pas partir du fait d'engorger les urgences pour remonter. Il faut se dire, en fait, comment est-ce que cette première étape, c'est-à-dire l'organisation des soins primaires, elle peut se mettre en place pour que, quand mon enfant a une fièvre forte, et ben, en fait, il puisse avoir un contact avec un professionnel de santé qui le connaît. Voilà. D'accord. Donc, le modèle hein, que vous êtes en train de définir, plus ou moins, c'est un cabinet médical avec un médecin, une assistante, un infirmier ou une infirmière, et qui permettent d'organiser, de faire de l'éducation thérapeutique, d'orienter, et de prendre en charge. C'est ça. C'est important. C'est là où moi, à la fois, je rejoins et je ne rejoins pas mon ami Daniel Guilherme. C'est que je pense que du point de vue de l'assuré,
l'assuré se fout de savoir quel est exactement si vous avez, en face de lui, il a une infirmière qui est ceci, cela, machin, etc. En revanche, je pense qu'il a besoin, quand il va voir son médecin, d'être pris en charge. Et donc, un cabinet avec finalement plusieurs compétences à l'intérieur du cabinet, une infirmière qui fait de l'éducation thérapeutique, une infirmière de coordination, etc. Ça, c'est une réponse. Il n'a pas besoin de savoir derrière. C'est des chevauchements des trucs. Est-ce que vous arriverez à vous entendre? Moi, j'ai c'est deux ça la questions question. Jacques Battistoni et Daniel Guilhem, est-ce que vous arriverez à vous entendre pour le patient sans lui expliquer tout vos tracas? Il va quelque part et il voit une assistante médicale qui remplit, qui prend ses constantes, etc. Ensuite, il voit le médecin et l'infirmière fait le suivi. Est-ce que vous allez réussir à vous entendre? Écoutez, aujourd'hui, sur les 135 000 infirmières libérales, il y en a quelques milliers qui ont passé, qui ont un DU d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, le modèle qu'on nous propose consiste à nous dire que vous pourrez faire de l'éducation thérapeutique à condition que vous soyez intégré dans un cabinet médical. Ce n'est pas ce dont elles rêvent. Elles ont fait ces formations... Mais les patients, ils veulent avoir un point d'entrée dans le système. Mais elles peuvent être un point d'entrée dans le système. Elles peuvent être un point d'entrée dans le système. Enfin, je vois pas ce qui empêche aujourd'hui... Pour le patient, il faut donner de la lisibilité. Comment vous donnez de la lisibilité? Parce qu'on s'y perd, là, franchement. On sait pas. Alors, les soins programmés, bon, c'est une technique, on va pas parler de ça aux patients, mais comment faire en sorte que le patient, il ait une lisibilité, il va voir qui, et ensuite qui d'autre? D'abord, pour répondre à votre question juste avant, on a le devoir de s'entendre entre nous. Et c'est pour ça qu'on se parle. Et avec Daniel, on s'est parlé souvent et on n'a pas fini de se parler. Comme on va parler avec l'assurance maladie aussi de tout ça. Et parler ne suffit pas. Et dans le titre de la séquence, c'est soins de proximité. Je crois beaucoup au fait la nécessité d'être en proximité. Sous le même toit, pas sous le même toit, on a fait des maisons de santé avec des murs, on a fait des maisons de santé sans les murs. Moi, j'ai toujours travaillé dans une maison de santé sans les murs. Ça ne nous a pas empêché de communiquer avec les uns avec les autres. Ce qui est sûr quand même, c'est si on veut économiser du temps médical, il faut qu'on ait quand même des professionnels à côté de nous. Et ça, il faut que Daniel l'entende aussi. Vous l'entendez? Pour gagner du temps. Il y en a déjà. Il sous-entend que vous ne l'entendez pas. Mais il y en a déjà. Il y a, me semble-t-il, 3200 assistants médicaux. L'objectif est de passer à 4000 d'ici fin 2022. Il y a en fait quelques milliers d'infirmières azalées. Donc j'ai pas le sentiment que l'apport de ressources supplémentaires, en tout cas en termes de statut, soit une solution en fait. Là, il y a un désaccord. Efficace. Je ne pense pas qu'il faille créer de nouveaux statuts, mais organiser un temps médical, gagner du temps médical, ça passe forcément par un accueil partagé avec des infirmiers. Il faut qu'on le mette en place, il faut qu'on y réfléchisse. Alors, qu'est-ce que vous pensez, là, les auteurs de rapports structurants et rénovants? Oui, mais comme l'a dit Marguerite, on pense qu'il faut mobiliser plusieurs leviers pour arriver à nos fins, pour offrir un meilleur service à la population. Donc, on partage cette idée selon laquelle il faut développer l'exercice conjoint entre médecins, infirmiers et assistants médicaux pour permettre de suivre plus de patients et pour permettre d'offrir de nouveaux services dans la prévention. Vous le réclamez même, vous dites que c'est ça qu'il faut faire, mais on voit que c'est difficile quand même. Et on dit de façon générale qu'il faut tirer le meilleur parti des compétences de chaque professionnel. Et sur ce sujet de la prévention, on a aussi proposé dans un rapport précédent de développer la prévention en ambulatoire, donc qui pourrait être assurée en grande partie par des infirmières, à condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un travail d'équipe qui aurait conventionné avec l'assurance maladie et qui s'engage à respecter des recommandations de bonnes pratiques édictées par la HAS. Donc il y a le volet équipe resserrée qui travaille en collaboration étroite pour une patientèle commune, médecin, infirmier, assistant médical. Et il y a aussi le volet plus large de travail en équipe structurée qui partage un projet de santé, mais voilà, dans lequel il y a évidemment des libéraux et des infirmières qui peuvent conserver un mode d'activité très proche de ce qu'elles ont aujourd'hui, mais en développant la gamme des services qu'elles rendent, notamment en termes de prévention. Marguerite, peut-être. Oui, Marguerite, et puis oui, juste pour dire, donc, les infirmiers et les infirmières de ce pays ont des compétences extraordinaires, et donc il faut absolument qu'on arrive à capitaliser le plus possible sur ces compétences-là, de l'éducation thérapeutique, enfin tout ce que Daniel a dit, et donc c'est pour ça que moi je pense qu'en soins primaires, dans un cabinet médical, en tout cas là où se rend le patient, il faut qu'il y ait, il faut que les infirmiers soient présents. Moi je pense que, comme l'a dit Jacques, il y a plusieurs types de collaborations possibles. Il n'y a pas de solution miracle. Là où je ne te rejoins pas totalement, c'est que parmi les assistants médicaux, il y a des infirmiers. Il y a des infirmiers qui ont envie d'être salariés.
c'est aussi un modèle. Je veux dire, tu représentes effectivement les. C'est quoi le profil d'un assistant médical? Il y a deux types de profils. Il y a des infirmiers qui deviennent assistants médicaux, et des secrétaires qui deviennent. Et ça ne correspond pas au même métier, si elle est infirmière ou pas infirmière. En fait, c'est le même métier, mais en tout état de cause, la formation infirmière fait que, une infirmière, un infirmier, il a des compétences qui sont évidemment primordiales pour l'accompagnement d'un patient. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs modèles possibles. Les assistants médicaux, on sait que c'est une solution, on l'a prouvé, ça augmente le temps médical, ça augmente la patientèle, médecin traitant, ça augmente la file active. Donc, nous, on va essayer de libéraliser au maximum, en tout cas de déverrouiller ce dispositif pour qu'il y en ait plus. Il est temps. À l'assurance maladie, vous avez toujours vous êtes gonflé quand même, parce que c'est nouveau. Ça nous a 3-4 ans quand même. Nicolas Revel nous avait expliqué ça il y a 3 ans, mais il y avait un objectif de 4000, on y sera à la fin de l'année. Donc là, À la fin, vous êtes sûr, oui? Ah oui. Bon, c'est bien. On est à 3600 là. On va parler de... Oui, alors peut-être... Non, sur la télémédecine. Parce mais avant on va parler de financement, on va parler un peu d'argent. Mais juste avant, encore un peu de sémantique, vous avez parlé de back... Je vais vous poser une question de back-office. Les CPTS, dont on nous a beaucoup parlé, on a fait plusieurs débats sur ces sujets-là. Vous n'en parlez plus, on n'en parle plus? Si, c'est absolument essentiel. En fait, la CPTS, c'est vraiment, entre guillemets, l'aboutissement d'un système de santé qui fonctionne bien. C'est-à-dire, la CPTS, c'est des professionnels qui, sur un bassin de vie, s'organisent entre eux pour prendre en charge la population, à la fois d'un point de vue de l'accès aux soins, de la qualité des soins, etc. Et donc, c'est d'une certaine manière ce que les professionnels nous demandent tout le temps. Ils nous disent, mais en fait, laissez-nous faire, arrêtez de nous dire comment il faut soigner ceci, cela, les protocoles, vous nous demandez des tonnes de paperasse administrative. Et donc, nous, on n'a qu'un seul rêve, c'est pour laisser les clés du camion et de contractualiser avec des organisations territoriales qui, elles-mêmes, assureraient la responsabilité territoriale et populationnelle de la population qu'elle couvre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir de plus en plus de CPTS. Et donc, une de nos priorités, et je pense une des priorités du CNR, ça va être de couvrir l'ensemble du territoire de CPTS et de les renforcer pour que en fait, les professionnels au niveau d'un territoire, j'allais dire, s'organisent entre eux, trouvent des solutions qui soient adaptées à leur territoire. Qui c'est qui va piloter la réunion du Mans du 3 octobre? Ça, il faut demander au ministre. C'est François Bayrou. D'accord. Dites-moi, oui, alors, vous avez le permis de conduire là pour tenir le camion? CPTS, qu'est-ce que... Les CPTS, c'était un chaînon manquant, en tout cas dans l'organisation du système. Pourquoi? Parce qu'on avait un premier niveau qui correspond à ce qu'on appelle la coordination clinique de proximité autour du patient, avec l'équipe de soins primaires et l'équipe qui gravite autour du patient. Et en second niveau, en fait, on avait besoin d'un échelon populationnel, où on rend en fait des services à l'échelle d'une population et non plus d'un patient. Et en cela, les CPTS ont toute leur utilité. Oui, ça marche. Une condition. Là, c'est pareil. C'est qu'elles répondent vraiment à leur objet social. Aujourd'hui, l'objet social d'une CPTS, c'est d'organiser les parcours de soins à l'échelle d'un territoire. Elle ne doit pas être effecteur de soins. Et on voit déjà des glissements s'opérer, notamment au travers de la mission Flash, des mesures en tout cas de la mission Flash, puisqu'on a transféré en fait des protocoles article 51 uniquement dans le cadre des CPTS, et de fait, ces CPTS deviennent effecteurs de soins. Donc on voit en fait qu'il y a des porosités qui s'installent et qui en fait nuisent toujours pareil à la lisibilité du système. Et on va parler un peu d'argent si vous le voulez bien, c'est quand même question importante. Dans Le Monde et repris par nos excellents confrères du quotidien du médecin, Thomas Fathomme a dit tous les sujets seront sur la table en termes financiers. Et il y aura même un important volet financier tarifaire. Comment ça va se faire? Il va y avoir une augmentation du C dans la convention. C'est dans la convention médicale. Hein, et puis, il a dit ça dans le texte. Je l'ai noté, avec des contreparties. Alors, et puis il y a une phrase, je voudrais vraiment avoir la réponse. Je prends toutes les questions parce que Philippe va m'interrompre rapidement. Est-ce qu'en filigrane, vous pensez, comme votre collègue de Vulder, qu'il y a une menace pour la médecine libérale? Parce qu'il dit partout que la médecine libérale... Non, mais commencez quand... Non, allez, vous. Est-ce que vous allez donner de l'argent aux médecins, aux infirmiers? Alors, l'assurance maladie est payeur, mais enfin, vous lui donnez beaucoup de... C'est pas elle qui pilote les finances publiques du pays, donc on travaille dans le cadre d'une enveloppe qui est celle qui est votée par les parlementaires. Et donc par la représentation nationale dans le cadre du PLFSS. Donc D'accord.
Non, mais je veux dire, donc, nous, L'ONDAM va certainement augmenter pas mal cette année avec l'inflation. 3,4, Bon. 3,5. Bon. Ouais, mais enfin. Ok. Bon, ma question, en fait, est-ce qu'il y aura une augmentation des consultations avec des incentives? Est-ce qu'on va avoir des financements de structures? Est-ce qu'on va avoir des financements différenciés, etc. Et surtout, avez-vous les moyens de répondre aux attentes des professionnels? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire montre qu'il faut qu'on mette davantage d'argent sur la partie forfaitaire parce que tout ne peut pas se tarifer à l'acte. Que ce soit la qualité, la coordination, la prise en charge coordonnée d'un patient, etc. Tout ça, c'est pas strictement de l'acte. Et donc, l'histoire du financement des soins depuis quelques années, c'est quand même de rouvrir une part au forfait. Et on était à 4% il y a quelques années, et on est aujourd'hui à 15% pour les médecins généralistes, moins pour les médecins spécialistes. Donc la question pour nous, c'est que derrière ces forfaits, il y a des engagements de services publics, de coordination, etc. Donc c'est vraiment extrêmement important, notamment le forfait médecin traitant, puisqu'on l'a dit, on croit vraiment au rôle du médecin traitant. Et donc, voilà, il va y avoir des choix qui vont devoir s'opérer. Ils ne sont pas nécessairement orthogonaux, mais on ne peut pas pousser les curseurs partout. Donc, Pascal, on s'ouvre à ça de très très près. Il y a un sujet aussi qui est important, c'est la télémédecine. La télémédecine s'est beaucoup développée grâce au Covid, le prise en charge à 100% qui va bientôt s'arrêter. On a l'impression que l'assurance maladie freine un peu des cas de fer sur la télémédecine. Alors c'est vraiment un outil de proximité, d'accès facile. Vous avez votre enfant qui a 39,5 par télémédecine, pas besoin que le médecin se déplace, pas besoin d'emmener l'enfant qui a 39,5 au cabinet. Il peut regarder, l'oreille c'est un peu difficile, mais il connaît son patient, il peut faire une prescription. Est-ce que Jacques Battistoni n'est pas d'accord sur mon diagnostic? Entre nous soit dit, je ne confierai pas mon enfant à Philippe Leduc pour le faire soigner. Est-ce que la télémédecine, comment faire en sorte qu'elle se développe, intelligemment bien évidemment, sans freiner son développement? Oui, enfin, ce que veut dire Philippe, c'est que quand dans la presse... Non, mais en fait, vous parlez entre vous. Oui, oui. On prépare un petit peu nos dossiers. Mais Philippe est toujours... La question était à Marguerite Casgrain. Non, mais en fait, bon, on a bien entendu M. Fatom. On a eu un peu l'impression qu'il remettait en cause le développement de la télémédecine. Voilà. On voulait avoir votre avis ce matin. Le Far West, il a raison. C'est-à-dire qu'avant la crise sanitaire, la téléconsultation était vraiment très peu utilisée. On est monté à 4 millions de téléconsultations au pic du premier confinement, et on est aujourd'hui autour de 1 million de téléconsultations par mois. Donc on s'est stabilisé, mais à un niveau qui est 40 fois supérieur à ce qu'il était avant la crise. Et donc la téléconsultation, c'est désormais une offre qui est connue des professionnels de santé, qui est connue des patients et qui a toute sa place dans l'offre de soins. Ce qu'on regarde, parce que quand on analyse les téléconsultations, on se rend compte qu'à 80%, à plus de 80%, la téléconsultation, elle se passe entre un médecin traitant et son patient. Et donc, j'allais dire, ça fait partie de la relation du médecin traitant avec le patient, et on a un médecin généraliste sur deux qui l'utilise avec ses patients. Et donc, tant mieux, parce que ça peut éviter à un patient de se redéplacer, etc. Donc la télémédecine, elle fait gagner du temps médical, elle a un intérêt pour répondre à des urgences dans certaines situations, mais effectivement, comme tout, elle doit être régulée et servir là où elle doit servir. Et donc on sait qu'on a des besoins de téléconsultation projetée avec des infirmiers pour des urgences. On sait qu'on a besoin de téléconsultation dans les EHPAD de manière beaucoup plus substantielle. Mais aussi dans des spécialités, l'ophtalmo, la radiologie, il y a quand même tout ça, il y a pas mal de télémédecine. Ouais, de téléexpertise, plus que de téléconsultation, parce qu'en ophtalmo, c'est quand même compliqué. Ça marche. En téléconsultation? Oui. Il faut être bien équipé, quoi, quand même, avec un orthoptiste. Bien sûr, oui, mais du coup, c'est de la téléconsultation assistée, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a un professionnel de santé qui est avec vous. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des besoins de téléconsultation. La télémédecine, c'est extrêmement important, mais en revanche, ça ne peut pas être n'importe quoi. Et donc, il y a eu, et c'est la raison pour laquelle on a proposé au gouvernement d'avoir une mesure qui vise à encadrer, mais encadrer positivement, c'est-à-dire avoir une charte comme... cette charte, c'est pour quand? Et la fin du remboursement à 100%, c'est pour quand? La fin du remboursement à 100%, c'est cette semaine. Voilà. Cette semaine. Ouais. On est complètement dans l'actualité. Demain, d'ailleurs, je pense. Demain. Et la charte? Alors demain, si Pascal fait une téléconsultation, il faudrait que tu vois ça, que tu as complémentaire.
Et la charte Alors, la charte, donc, on a commencé à y C'est travailler pas- notamment avec les acteurs de la téléconsultation, mais l'objectif, c'est Pourquoi le législateur, Attendez, oui, oui. de la même manière en fait, qu'on référence les logiciels, etc., on conventionne avec les médecins, et donc il faut les acteurs de télémédecine. Ce sont des acteurs à part entière maintenant du système de soins, et donc il faut qu'on puisse avoir une discussion et des règles communes qui seront d'abord législatives et puis qui se déclineront de manière réglementaire. Alors, ou qu'est-ce qui va conventionnelle. se passer demain Fin du remboursement à 100%. Oui, mais et comme ça. Non, mais c'est la fin la fin C'est- des textes dérogatoires, les textes Te- dérogatoires. Texte dérogatoire lié à la situation sanitaire. Exactement, qui prennent fin. Il fallait vraiment arrêter. Pourquoi ça coûtait trop cher? Non, mais enfin, il n'y a pas de raison qu'une téléconsultation soit remboursée à 100% par l'assurance maladie quand une consultation consultation ne l'est pas. présentielle ne l'est pas. Donc c'est juste pour rééquilibrer Moi, les j'aimerais choses. bien que Pascal, il j'aimerais faut qu'on bien passe que la Jacques- parole à oui, Nathalie c'est vrai, Rattel vous avez raison. sur les Mais questions. j'aimerais bien que Jacques Battistoni me dise si c'est la mort de la médecine libérale. Ah, alors c'est une bonne Ouais, question. ouais, c'est une bonne question et je la couplerai volontiers à la question du financement. Je veux dire, si on n'a pas de financement, c'est la mort de la médecine libérale. Oui, mais les jeunes Général. médecins veulent plus avoir toutes vos contraintes dans un cabinet libéral, s'occuper de tout, la fin de ménage, Donc là, il faut que je de parle la un- connexion, il faut que je etc. parle du Est-ce que, financement. oui, bien sûr, Ouais. mais est-ce que vraiment la médecine libérale est pas en voie d'extinction Je rapport à dirais- toutes les offres. Je dirais l'avenir le dira, mais c'est de la responsabilité de la CNR Santé de déterminer. Si on nous donne les moyens, je pense qu'on a les moyens de s'organiser. Si on ne nous donne pas de moyens, on va continuer à mourir. Parce que là, on meurt à petit feu actuellement. Il y a de moins en moins de médecins généralistes. Est-ce qu'on veut que ça continue? Est-ce qu'on veut faire que de la téléconsultation, que des centres de soins non programmés? Ou est-ce qu'on veut un système de santé organisé comme on a dans les autres pays Alors les européens? financements Donc les financements, d'abord, il y a deux sources de financement. Il y a l'assurance maladie et la convention médicale, mais il y a aussi l'État et ce que va pouvoir faire l'État. L'assurance maladie, il faut valoriser le travail avec les patients complexes. Une des craintes principales des médecins, c'est qu'on donne à d'autres professionnels de santé toutes nos consultations rapides et que nous, on se retrouve avec des patients très compliqués avec 3-4 problèmes, des polypathologies, ça prend une demi-heure, on n'arrive pas à La vivre. délégation de tâches, ça s'organise Eh ben aussi voilà. avec une organisation. des Exactement, et avec une meilleure revalorisation, soit des consultations complexes, soit des forfaits plus importants, de façon à prendre en charge, à prendre en compte cette complexité. Et il faut aussi des actes qui nous permettent de mieux travailler avec d'autres professionnels de santé, et je pense notamment aux IPA, je n'oublie jamais de le rappeler. La deuxième chose, c'est dans le cadre, c'est de l'État qu'on attend des choses. Et l'État, c'est 3 choses. C'est avoir des professionnels qui travaillent avec nous, donc là, il va falloir les financer. Deuxièmement, il faut des locaux, je l'ai dit tout à l'heure. Là, je crois que les collectivités territoriales peuvent nous aider. Et la troisième chose, c'est de l'ingénierie de projet. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas demander à des médecins de faire de la réorganisation. Il va falloir les aider à se réorganiser. Il va falloir faire des diagnostics Qui peut vous territoriaux. aider? C'est l'assurance maladie? Parce que vous dites l'État, puis après vous dites les collectivités territoriales. Les Qui peut vous collectivités aider? territoriales pour les locaux. Oui. Et pour l'organisation, je pense qu'effectivement, c'est du domaine de la puissance publique de nous aider à trouver les organisations adéquates. Il faut faire des diagnostics territoriaux. Comment ça va se passer dans les 10 ans à venir? Comment on peut aider les professionnels? Là, on a besoin probablement de cabinets de conseil, je ne sais pas, d'ingénierie, McKinsey, d'ingénierie par peut-être par les exemple. pairs. Oui, propos. D'accord. Alors, Daniel Guillaume voulait rajouter un mot, puis après on va passer la parole à Nathalie. Oui, moi, Rattel, je rejoins ce qu'a dit Marguerite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme à poser sur le paiement à l'acte ou le paiement forfaitaire. Je vais vous donner un exemple. Nous, sur une enveloppe globale de 11 milliards d'euros par an, on a forfaitisé par le biais d'un avenant en mars 2019 pour 3,9 milliards de dépenses par an. Donc on n'est pas des dogmatiques du paiement à l'acte et on n'est pas non plus des dogmatiques du paiement au forfait. Les médecins, ils sont un peu dogmatiques sur le paiement à l'acte. Je laisserai en fait Jacques répondre. Maintenant, je pense qu'il faut une mixité des financements qui soit couplée à la mission. Et je prends un exemple. L'éducation thérapeutique et la prévention, c'est par essence des thématiques qui nécessitent en fait une prise en charge forfaitaire, objectivée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire je vais voir mon patient, je discute un peu avec lui, j'ai fait de la prévention. Non, il faut des objectifs qui soient posés et au regard de ces objectifs, effectivement, réévaluer une situation. Donc ça, nous, on peut le faire, ça, à condition qu'on mette en place les dispositifs. Donc on n'a pas de dogme, en fait, sur les Vous êtes financements. moins dogmatique peut-être que certains médecins. On a l'impression que les médecins, quand même, ils sont pas forcément Ce très attachés au paiement à l'acte. ce qui caractérise la profession, c'est son pragmatisme. D'accord. Voilà. Et les médecins, non. Je laisserai Jacques Battistoni répondre. Un mot.
Il y a des syndicats qui restent encore dogmatiques. AMG France, on ne l'est pas. Je crois que de plus en plus, quand même, dans la population médicale, grandit l'idée que l'acte, c'est bien pour un certain type de situation. Le forfait, c'est mieux pour un certain type de situation. Sont dogmatiques On verra ce que M. Fatom dira M. Alors, Braun à la CSMF Nathalie Rattel, donc ce des week-end. questions qui viennent de LinkedIn en préparation de ce débat. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées par les internautes, mais j'en ai retenu 2. Alors, la première, concernant l'offre de soins sur les territoires, donc les hôpitaux de proximité sont en cours de labellisation. Comment est-ce que vous voyez concrètement sur le terrain l'articulation entre ces hôpitaux de proximité et les professionnels de ville? Et la deuxième, c'est sur le besoin d'outils de coopération souple, plus souple que les CPTS et les ESP, un besoin qui a été revendiqué par des professionnels de ville, médecins, infirmiers, mais aussi pharmaciens, dentistes, kinés, plusieurs professions. Ils ont par exemple proposé le modèle de l'ESCAP, l'équipe de soins coordonnés avec le patient. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui sur ce sujet? Alors, qui peut répondre sur les hôpitaux de proximité? On en parle un peu moins, mais j'ai l'impression que ça avance quand même, non? Ou est-ce que c'est une bonne réponse et est-ce que ça avance réellement? Personne ne veut répondre, il y a un problème. Nous, on a travaillé, effectivement, on a participé à de nombreuses réunions avec le ministère de la Santé autour des hôpitaux de proximité. C'est dans la gradation des soins. On a besoin, quand on prend en charge les gens, d'une prise en charge ambulatoire, médecins, infirmiers, etc. À un moment donné, on a besoin d'un passage à l'hôpital pour des patients dont la situation... Où les libéraux pourront exercer. Où les libéraux pourront exercer. C'est le modèle même de l'hôpital de proximité, dans lequel on a notre mot à dire sur l'organisation et dans lequel l'hôpital de proximité a aussi son mot à dire sur l'organisation des soins de ville, avec des participations croisées dans nos conseils d'administration et des missions... Et ça avance ou pas? Parce qu'il fallait que les hôpitaux de proximité aient un nouveau statut, soient validés par la puissance publique. Il y a plusieurs hôpitaux de proximité maintenant qui sont validés. Les textes sont parus, les décrets d'application sont parus. Donc on est pas mal avancé. La plupart des discussions, et là on a un peu moins suivi, ont porté sur le financement, les garanties de financement des hôpitaux qui nous concernaient un petit peu moins. Mais et sur les SK, c'est des équipes de soins plus mobiles, plus simples d'organisation pour chaque patient, sans que ça rende une structure compliquée. Ces équipes correspondent au premier niveau de coordination, en tout cas inscrit dans le continuum des textes qu'on a depuis la loi HPST. Donc, la coordination clinique de proximité, l'approche populationnelle et les dispositifs d'appui à la coordination qui prennent en charge les cas complexes. 3 niveaux, donc une gradation en fait, et des missions différentes. Les ESCAP s'inscrivent dans le premier niveau. On est dans une coordination clinique de proximité autour du patient. L'idée en fait est d'éviter la mise en place de structures intégrées et de manière en fait à répondre à une coordination. Enfin, il ne faut pas que le terme coordination ou collaboration soit galvaudé. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il l'est un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme Pourquoi il serait galvaudé? Pourquoi? Parce qu'en fait, coordonner, c'est toujours soigner. Ce qu'il y a d'important dans la coordination, c'est la circulation de l'information. C'est ça qui est clé. Et la pierre angulaire en fait, de la coordination, c'est le transfert d'informations. Ce qu'on propose dans l'ESCAP, c'est du partage d'informations en s'appuyant sur un outil digital qui évite effectivement une structuration plus complexe et plus intégrée. C'est une réponse. Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, il n'y aura pas d'alpha et d'oméga. Mais c'est une solution qu'il faut, à mon avis, mettre en place rapidement. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit en propos liminaire, aujourd'hui, on a, on va dire largement 20% de professionnels qui sont organisés en maison de santé pluridisciplinaire. On n'a pas de levier systémique de réorganisation avec 20%. Pas encore. Si on veut agir en masse, il faut effectivement amener plus de professionnels à s'emparer, en tout cas, de cette thématique de partage d'informations. Et l'ESCAP est un véhicule qu'il faut développer très vite. D'accord. Alors, justement, vous avez parlé du numérique, on en a parlé un petit peu avec la télémédecine. Le Ségur numérique, donc le changement de tous les ordinateurs, tous les systèmes d'information des médecins, 2 milliards, 600 millions, je crois, pour moderniser les équipements des médecins libéraux et aussi sûrement des infirmiers. On en est où? Ça avance ou pas? Et les radiologues disent que ça marche.
Mais oui. Mais les on fait des radiologues ils choses, sont particuliers, ils sont les- très informatisés. L'État et l'assurance maladie font parfois des choses qui marchent. Ils ont l'air assez contents. Hein Alors donnez-nous des C'est chiffres. rassurant. Donnez-nous des chiffres. alors. Non, peut-être pour vous dire, donc là, d'ici mars prochain, pardon, En 6 mois. donc l'ensemble des médecins généralistes, pharmaciens d'officine, cabinet de biologie médicale et des hôpitaux auront des logiciels labellisés Ségur, c'est-à-dire des logiciels qui savent faire 4 choses. Alimenter automatiquement le DMP, avoir une messagerie sécurisée qui permette d'échanger avec le patient, la possibilité de faire de la e-prescription pour le médecin et donc pour le pharmacien de recevoir, et une modalité d'utilisation de l'application carte vitale. Et donc on a les services socles qui ont été mis en place, ce qui veut dire de manière beaucoup plus concrète que sur les établissements de santé, les médecins, les pharmaciens et la biologie, ces gens-là auront des systèmes qui peuvent se parler. Donc ils seront devenus interopérables. Enfin. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, non seulement interopérables entre eux, mais par ailleurs permettant pourquoi vous ne parlez pas de d'envoyer... radiologie, justement? Parce que je croyais que ça marchait parfaitement bien. Il y a aussi la va. radiologie, Oui. pardon, excusez-moi, dans Oui. les... Ah oui. dans la- Et demain, peut-être, mais ça c'est un peu plus tard, même les images, transfert d'images. Ouais, alors ça, ce dit-on. sera dans un second temps. Oui. Pour l'instant, c'est des comptes rendus de radiologie. Oui. Et dans un Alors on second voit bien temps, ce toute sera les l'importance. images. Et donc oui. juste pardon pour dire que ça, donc ça veut dire que les professionnels sont connectés entre eux, et par ailleurs ils sont connectés avec le patient, puisque dans mon espace santé, tout ce qui arrive dans votre DMP, en fait le patient a l'essentiel de ces Donc informations. dans 6 mois, on fait la révolution, tout le monde Donc, est. dans Ton 6 mois, espace on a santé, passé tu l'as toi, ton espace santé Bien sûr. On a bien passé sûr. une première étape. Ensuite, il va falloir qu'on s'attaque entre guillemets à tous les autres logiciels des autres professionnels de santé, en priorité les infirmiers, puisque évidemment c'est des professionnels majeurs dans la coordination des soins. Et par ailleurs, une fois qu'on a installé ces logiciels socles, il faut qu'on continue de travailler, et de manière itérative en fait, avec les différents professionnels de santé pour que ces logiciels soient les plus ergonomiques, les plus simples à utiliser Il faut possible. qu'on conclue. Non mais 100% dans 6 mois, et aujourd'hui c'est combien? Bah là, ils sont en cours. C'est pas facile hein, quand on écoute des médecins. Non, vous l'avez fait, Jacques? On a- Prenez un micro. Et Nathalie Oui, Forcade, pour conclure. c'est progressif, hein, effectivement. Et en fait, au fur et à mesure, les logiciels s'adaptent. Donc ça marche, ça avance. hein. Alors, On a 85% des logiciels qui sont là labellisés, et donc D'accord. maintenant ils sont en train d'être déployés dans les cabinets médicaux. C'est ça D'accord. le. ouais, et c'est payé par C'est la- payé par l'État. par l'État. On arrive au terme de ce passionnant débat. Je Conclusion. voulais savoir si Daniel Guillaume était content de ces évolutions, les professionnels. Vous reconnaissez que ça marche ou pas? Bien sûr, Ah bon. bien sûr. Voilà. Cachez votre enthousiasme. Non, non, mais Non, mais J'ai- parce que c'est pour j'ai- une fois. Non, mais j'ai faut- dit très, j'ai dit très dire- clairement en fait que j'étais pour une capitalisation sur la digitalisation, ça en fait partie. Donc bien sûr, On ne peut pas être contre le numérique aujourd'hui. absolument, absolument. C'est un facteur et ce sont des outils qui vont révolutionner en tout cas les rapports entre professionnels, les rapports entre professionnels et usagers, et puis les rapports entre les professionnels et les tutelles. très clairement. Conclusion provisoire. Un tour de table sur la CNR santé. Qu'est-ce que vous un mot? Alors est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que c'est un énième grande réunion, grande conférence? Il y a eu les états généraux, il y a eu plein de choses déjà. Vous allez intervenir. Un mot, un tour de table. Jacques êtes- Battistoni. Moi, j'avais dit à François Braun, avant qu'il soit ministre, je lui ai dit on a tous les outils. On a tous les outils. Pourquoi faire une nouvelle table ronde? Pourquoi passer encore 6 mois? J'ai Parce peur que ça qu'on marche perde pas. du temps. Puis il y a urgence. Il y a urgence parce que les cabinets médicaux, aujourd'hui, sont de plus en plus en difficulté. De plus en plus de médecins partent à la retraite. Ceux qui se retrouvent tout seuls sont en grande difficulté. Il faut leur venir en aide. Donc, je veux bien qu'on fasse ça si on se met d'accord sur les objectifs et sur les moyens. Et je l'ai dit, et sur le fait que c'est le moment ou jamais d'investir sur les soins primaires. Si on le fait, je serais content de la CNR Santé. Grâce au Nathalie- HCAM. Nathalie Fourcade. Grâce au HCAM. L'HCAM, Alors, Nathalie oui. Fourcade. C'est vous, en fait, la CNR Santé? Pourquoi on ne vous a pas confié tout ça? Vous représentez tout le monde? Vous y Oui. allez?
On a justement, on a publié ce rapport pour pouvoir contribuer, voilà, essayer d'apporter notre pierre à ces travaux. Et donc, ce qu'on constate, c'est effectivement que voilà, on a une obligation de rendre un meilleur service à la population. Le compte n'y est pas aujourd'hui pour les patients, et on voit que du coup, cette obligation de se parler et d'essayer de sortir un peu des concurrences, des conflictualités, pour accomplir cette mission de service public. Il faut attendre 6 mois quand même. Parce que le résultat, c'est en mars, hein, ce qu'a dit le ministre. Oui, mais il C'est y a des mesures urgentes qui ont déjà été mises en place. La contraception Voilà, du lendemain. il faut tenir les deux bouts, les mesures urgentes, et puis aussi la définition d'une cible partagée. Marguerite Cazeneuve. La CNR, c'est le fait de dire qu'on collabore et on se coordonne pour trouver des solutions. Mais est-ce qu'il fallait prendre 6 mois pour ça? C'est le contraire d'une décision descendante. Alors, quand même... Si les solutions pour l'accès aux soins étaient faciles, ça se saurait. Donc, je pense qu'on a besoin d'une coalition des forces. En revanche, là où je rejoins Jacques Battistoni, mais je pense que c'est tout à fait dans l'esprit de la CNR, c'est de se dire la CNR, elle doit fixer des objectifs. Elle doit aussi, j'allais dire, tamponner des solutions dont elle sait qu'elles marchent. Ça ne sert à rien de réexpérimenter des choses qui ont déjà fait leurs preuves. C'est la boîte à outils. Voilà, c'est la boîte à outils. Et tamponner, en revanche, tamponner, vous voulez dire quoi? En tout cas, le lancer, voilà. Oui, il fait de l'humour. Et ensuite, la dernière, mais il y a quand même plein de choses, il y a plein de sujets pour lesquels on n'a pas de solution. Je veux dire, aujourd'hui, la carrière d'un infirmier, ce qui avait été dit, hospitalier, comment est-ce qu'on fait pour que l'hôpital soit plus attractif pour les infirmiers? Je veux dire, personne n'a la solution. Est-ce qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait un chantier là-dessus? La réponse est oui. Voilà. Alors moi, j'ai quand même lu la phrase sur la coercition à l'installation de Thomas Fathomme chez nos confrères du Monde et du quotidien, repris par le quotidien du Pascal, médecin. il faut Nous conclure. appliquons la loi. Et si le cadre législatif est amené à évoluer au Parlement, nous en tirerons les conséquences. Bon, c'est très important comme information. Alors on voit quand Il va même que respecter le la sujet loi, est c'est bien. ouvert. Hein. Alors, le mot de la fin. Oui, Pascal. CNR, moi, j'aurais tendance à dire one more time avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est en fait la énième conférence qui va aboutir à... Donc ça, mais on y va en fait et on sera proactif dans cette concertation avec 2 espoirs. Le premier, c'est que ce qui sous-tend un travail d'équipe soit vraiment en fait le fil rouge qui conduira à l'installation de nouvelles organisations, avec un mot, le partage des compétences, partage des ressources, partage de la reconnaissance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'espoir effectivement qu'on sorte en fait d'une vision qui soit trop structuro-centrée du système de santé, avec le déséquilibre qu'on a connu dans l'après-Ségur, c'est-à-dire quelques milliards en fait pour l'hôpital et quelques dizaines, centaines de millions à peine pour la ville. Merci mesdames. Merci messieurs, merci Pascal pour toutes ces questions sacrément pertinentes. Merci aux équipes, à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, Hugo à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et Hortus. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. Philippe, merci Pascal. Vous avez tout compris, Philippe? Vous savez ce que disait Lacan? Si vous avez tout compris, c'est que vous avez tort. À la semaine prochaine, au mois prochain.